Chers spectateurs, bienvenue à un nouvel épisode d'Africafé. Notre sujet aujourd'hui portera sur la sécurité sanitaire en Afrique, mais avant, faisons un tour d'horizon. L'Afrique, avec sa diversité socio-économique, affronte des défis complexes en santé publique, notamment la mortalité infantile, les maladies et des systèmes de santé sous-financés et un manque de ressources humaines qualifiées. L'Union africaine, UA, à travers son agence de santé publique africaine, joue un rôle majeur dans la coordination régionale de la santé publique. Des organisations internationales telles que l'OMS, l'UNICEF et le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme travaillent en étroite collaboration avec les pays africains pour renforcer les systèmes de santé. Cependant, malgré des priorités claires pour l'amélioration et le renforcement des systèmes de santé, d'importants obstacles persistent. Salma Daoudi, vous êtes chercheuse et analyste politique en relations internationales et santé publique, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Vous êtes également doctorante en relations internationales à l'Université d'Oxford et vos recherches portent principalement sur la militarisation de la santé en guerre asymétrique et plus largement la géopolitique de la sécurité humaine. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir, Hamza. Alors, pour entrer au vif du sujet, qui est un sujet très complexe, quelles sont les principales priorités en matière de santé publique régionale en Afrique et comment ont-elles évolué au fil des années? Alors, il est difficile de dresser un état des lieux complet et exhaustif des priorités régionales en matière de santé publique en Afrique. On sait tous que l'Afrique n'est pas un continent homogène, donc les priorités vont refléter justement la complexité, la diversité de ce continent et vont varier d'un pays à l'autre, mais également au fil du temps en raison de facteurs démographiques, économiques, politiques, sociaux, etc. Néanmoins, il est possible de dégager certaines tendances communes, y compris donc la double charge de maladies et transmissibles et non transmissibles à laquelle font face nombreux pays au sein de l'Afrique. Donc on a des maladies infectieuses endémiques comme le paludisme, la tuberculose, le sida, etc. qui font donc partie du paysage sanitaire régional. Et à ces maladies-là se superposent également des épisodes d'épidémie assez récurrents, comme par exemple l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et ces épisodes épidémiques sont particulièrement saillants, par exemple en Afrique subsaharienne, en raison du climat qui est favorable au développement de nombreux éléments pathogènes et de maladies parasitaires et infectieuses comme la fièvre jaune, la filariose, etc. Donc ça explique pourquoi est-ce que les maladies transmissibles demeurent la cause de mortalité numéro 1 en Afrique. Elles comptabilisent à peu près 4 millions de décès par an, et même si ce nombre a considérablement baissé au cours des 20 dernières années, de près de 30%, il reste quand même largement composé de décès qui sont évitables, mais qui nécessitent un accès plus démocratisé aux vaccins et aux soins. Donc ça d'un côté, en parallèle, accompagnant la dynamisation économique africaine, l'urbanisation, la prévalence de nouveaux comportements à risque, on a également l'émergence de maladies non transmissibles, donc les maladies plutôt respiratoires, cardiovasculaires, chroniques, etc., qui nécessitent quand même un suivi assez rigoureux. Et donc on a des pays qui ont non seulement du mal à endiguer des maladies infectieuses, mais également à faire face et à soigner et à prévenir des maladies non transmissibles. Ce couple d'affections s'alliant de concert afin de accroître le taux de mortalité, peser de son plein poids sur nos développements socio-économiques. Deux autres priorités à brièvement souligner: la santé infantile et maternelle. Plusieurs pays africains se heurtent à des taux de mortalité infantile et maternelle assez élevés, notamment en raison d'un accès plutôt limité aux services pré- et post-nataux. Et ça me ramène justement à la dernière priorité que je souhaitais souligner, à savoir un accès inégal et disparate aux services de santé. Le développement de l'infrastructure sanitaire n'est guère uniformément développé, donc on a des établissements de santé qui manquent d'équipements médicaux, de médicaments, etc., en plus d'une pénurie de personnel assez élevée. Alors, il y a une prolifération des maladies en Afrique, mais il y a aussi des mesures pour contrer cette situation-là. Et
vous avez évoqué quelques facteurs qui menacent la sécurité sanitaire en Afrique. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et aussi, c'est quoi ces facteurs qui ont le plus grand impact quant à la sécurité sanitaire en Afrique? Donc en fait, quand on dresse l'état général de la santé publique en Afrique, on ne parle pas souvent des conditions matérielles et sociétales qui non seulement conditionnent l'accès aux services de santé, mais qui également influencent de manière beaucoup plus systématique les vulnérabilités et les risques d'infection. Donc, généralement, les inégalités socio-économiques, par exemple, se traduisent presque inévitablement en inégalités sanitaires qui fracturent le corps social et dont les composantes en fait agissent et interagissent de manière assez cumulative au final sur la santé et sur la mortalité. Donc, en Afrique, comme ailleurs, le taux de pauvreté demeure fortement lié à l'insécurité sanitaire, en raison notamment de conditions de vie délétères, donc exposition à l'insalubrité, manque d'accès à l'eau potable, malnutrition, etc., qui sont tous des vecteurs de prolifération de maladies comme le paludisme ou encore le choléra. Et donc, par exemple, quand on prend l'exemple de l'Afrique subsaharienne, près de 41% de la population sont en dessous du seuil de pauvreté, ce qui explique pourquoi l'espérance de vie y stagne à près de 61 ans, contre 74 ans en Europe et en Asie centrale. De même, la couverture qui s'est largement étendue en approvisionnement de services d'assainissement et d'eau potable, elle demeure assez fortement disparate et donc explique pourquoi est-ce qu'on a de telles fortes inégalités sanitaires. À ceci s'ajoutent également des facteurs plutôt environnementaux, surtout ceux qui ont été imposés par le changement climatique et l'urgence climatique, donc à savoir la sécheresse, les mauvaises récoltes, etc., qui influencent de manière assez inexorable la sécurité alimentaire. Et également des facteurs et des obstacles politico-sécuritaires, la violence armée endommageant l'infrastructure sanitaire, poussant à l'exode des millions de médecins et de personnel santé qualifiés, et déplaçant des milliers de personnes hors de chez elles. Donc les crises humanitaires en général, qu'elles soient la conséquence de catastrophes naturelles ou de conflits armés, exacerbent et catalysent ces défis-là, notamment en raison de camps qui sont souvent mal équipés, très souvent surpeuplés, avec un accès limité aux services de soins, un accès limité à une nutrition adéquate, etc., alors même que la capacité de répondre à des urgences sanitaires est amoindrie. Alors, la sécurité sanitaire est généralement sous-estimée dans sa capacité à exacerber les conflits, l'insécurité, et l'instabilité en Afrique. Pourriez-vous nous fournir juste des informations sur la manière dont les conflits armés, la violence politique interagissent avec les défis de santé publique en Afrique? Donc, les conflits armés ont un impact direct sur l'affaiblissement des capacités sanitaires des pays affectés par ces épisodes de violence, qu'ils soient chroniques ou plutôt récurrents. Et donc, la violence s'attaque directement aux fondements sociétaux et institutionnels sur lesquels reposent les nations. Donc, ceci explique pourquoi est-ce qu'on voit que les personnes sont de plus en plus vulnérables aux facteurs de risque que j'avais mentionnés plus tôt, donc la malnutrition, pas d'accès à l'eau potable, des conditions de vie assez délétères. Et on voit même que l'aide humanitaire peut souvent être géographiquement ou politiquement inaccessible à ces populations-là, alors qu'elles en ont fortement besoin. D'un autre côté, et plus fondamentalement, je dirais, la violence, en fait, crée un état d'insécurité au sein duquel règne la peur, ce qui fait que les personnes qui ont besoin de soins ont peur d'aller solliciter ces soins adéquats. Un autre point à souligner, c'est que au-delà justement des besoins sanitaires, l'offre des services de santé est également, et de manière beaucoup plus critique, négativement affectée par la violence. On sait que la violence est quand même assez destructrice, donc détruit du capital, entrave la croissance économique et réduit le nombre de ressources à disposition afin de justement surveiller et répondre aux épidémies.
Et à cela peut également s'ajouter une paralysation, disons, imposée des systèmes sanitaires. C'est ce qu'on appelle donc la militarisation ou la politisation de la santé. Donc à savoir ces différentes techniques imbriquées qui peuvent être utilisées par les acteurs de conflits locaux afin de restreindre, voire empêcher carrément l'accès aux services de santé. Et donc pour citer quelques techniques, il y a par exemple la démolition d'établissements de santé, que ce soit à travers des frappes aériennes ou des bombardements. Le Soudan fait face justement à un nombre de ces incursions militaires contre ces établissements de santé. Plus de 17 hôpitaux ont été bombardés, plus de 21 évacués de force depuis le début du conflit en avril dernier, ce qui fait que, à l'instant, près de 80% des établissements de santé soudanais sont complètement hors service. D'un autre côté, d'autres techniques qui sont utilisées comprennent le ciblage systématique des équipements médicaux, des ambulances et du personnel santé. Donc par exemple, si on voit le cas du Sahel, au Burkina Faso, il y a eu pas mal de milices qui se sont organisées afin de semer des embuscades et de s'emparer du matériel médical, mais également de séquestrer parfois les infirmiers et les médecins. Et enfin, un dernier point à souligner, enfin ce n'est pas une liste exhaustive, mais je souhaite quand même incorporer cette dernière dimension, qui est justement l'usage de pratiques contingentes afin de restreindre l'acheminement d'aide humanitaire et médicale nécessaire à la surveillance des épidémies et à la réponse des systèmes de santé. Pour vous donner un exemple concret, en Éthiopie, les établissements de santé qui ont souvent été terrains d'affrontement manquent crucialement d'équipements de base, de médicaments, de seringues, de désinfectants, dû à un blocus de facto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on estime que près de 40 000 personnes séropositives dans la région du Tigré n'ont pas accès au traitement qu'il leur incombe de suivre, à l'instar de milliers d'autres personnes souffrant de diabète, cancer, tuberculose et autres maladies. Alors vous venez de partager plusieurs exemples de conséquences sanitaires dans les cas des conflits armés. Quelles sont les stratégies et initiatives qui se sont avérées efficaces pour faire face à ces conséquences, mais aussi les barrières? Au vu de l'urgence qui a été bien sûr imposée donc, par l'affaiblissement des capacités sanitaires, il y a eu plusieurs partenariats locaux, nationaux, internationaux, afin de pallier les déficiences observées. On note par exemple le déploiement de services de santé mobiles et d'équipes itinérantes afin d'aider et de soutenir la réponse aux urgences sanitaires dans les régions affectées par les conflits. Je pense notamment aux cliniques de Médecins sans frontières qui sont implantées un peu partout en Afrique et également ailleurs et qui font un travail remarquable afin d'aider les populations locales et leur garantir un accès plus sûr aux services de santé. On notera également les programmes de santé mentale et de soutien psychosocial qui ont été déployés et soutenus par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et qui ont aidé des populations, par exemple au Rwanda, à faire face aux profonds traumatismes psychologiques qui ont suivi la violence génocidaire. Et en parallèle, il a fallu également, et je pense que c'est important aussi à souligner, des efforts afin de déstigmatiser la santé mentale et d'encourager les personnes en besoin à consulter. Un troisième volet est la formation de personnel médical qualifié, donc encore une fois des initiatives qui ont été soutenues par plusieurs acteurs, notamment l'OMS, afin de former donc un personnel local aux réponses d'urgence, comme en République démocratique du Congo, lors de l'épidémie d'Ebola, mais également lors de la propagation rapide du sida-VIH, lors de certains épisodes de violence. Et enfin, il y a également eu pas mal de partenariats humanitaires afin de faire parvenir l'aide médicale et humanitaire aux populations en besoin et d'ainsi prévenir les facteurs de risque d'infection et de propagation rapide d'épidémies. Je pense notamment aux campagnes de vaccination qui ont été organisées en Libye en 2018, après qu'une épidémie de rougeole se soit déclarée après de très longs mois de pénurie quasi chronique de vaccins et de médicaments aussi.
Et donc, ces initiatives-là, qui sont assez efficaces lors de l'évaluation, au final restent assez court-termistes et ne permettent pas réellement de garantir un accès inclusif et durable aux services de santé, ni même de réellement redresser les capacités sanitaires des pays affectés. Et justement, les obstacles qui entravent cela sont donc la militarisation de la santé que j'évoquais plus tôt. Donc la destruction délibérée de l'infrastructure sanitaire s'inscrit au cœur de stratégies militaires et politiques sans que sa reconstruction ne soit un réel projet politique. Et puis former, recruter et retenir des compétences humaines dans des contextes qui sont marqués par l'insécurité s'avère quand même assez complexe. D'autres obstacles concernent tout simplement les financements qui sont limités tant au niveau national qu'international et qui donc ne permettent pas de réellement solidifier ces initiatives-là. Et enfin, si l'on ne peut s'attaquer aux causes profondes de la violence politique, des conflits armés, si on ne peut s'attaquer à leurs répercussions directes sur la sécurité humaine, dans ses différentes dimensions, qu'elles soient alimentaires, environnementales, physiques ou économiques et sanitaires, on ne peut garantir de réels gains en termes de longévité et de qualité de vie. Donc il faut que les efforts soient concertés, adoptés de manière transverse, qui soient adaptés au contexte de chaque pays, de chaque communauté et surtout qui priorise avant tout le bien-être et mental et physique des populations africaines. Alors voilà pour des solutions pour ce sujet complexe et Salama Daoudi, notre discussion touche à sa fin. Merci d'avoir pris la peine de partager vos réflexions sur la sécurité sanitaire en Afrique. Merci beaucoup. Et chers spectateurs, merci de nous avoir rejoints et à la prochaine pour un nouvel épisode d'Africafé.